Donc déjà en introduction, la conférence s'appelle Les fruits, c'est la vie. Donc dans une première partie, je vais faire une conférence assez originale, vous allez voir. Et dans un deuxième temps, il y aura un temps d'échange, questions-réponses. Et original, vous allez comprendre pourquoi. D'ailleurs, Zineb parlait de fruits défendus et vous allez voir que c'est tout à propos. Donc déjà, l'histoire des fruits. La réputation des fruits, elle a plutôt bien commencé. Déjà, il y avait le jardin d'Éden, où même s'il y avait un fruit défendu, globalement, c'était un jardin rempli de fruits qui étaient accessibles à la consommation pour l'être humain. Et donc, l'humain aurait connu un paradis où il pouvait se nourrir avec plein de fruits. Si on regarde l'étymologie latine du mot fruit, ça vient du latin fructus, qui veut dire jouissance, donc plutôt quelque chose de sympathique aussi. Si on regarde du côté des Grecs, il y a la déesse de la fertilité qui s'appelle Déméter et qui porte une corne d'abondance remplie de fruits et légumes. Corne d'abondance censée représenter la générosité et l'abondance de la terre. Voilà, on parle aussi de croquer la vie à pleines dents. Je pense que c'est plutôt dans un fruit qu'on va croquer que dans autre chose. Donc globalement, la réputation a bien commencé, et puis dans les années, je dirais peut-être 70, en tout cas c'est Herbert Shelton, le célèbre hygiéniste, qui avait déjà repéré ça à son époque, que tout d'un coup, les fruits se sont mis à être attaqués dans leur réputation. Tant et si bien que, enfin je vais vous dire de quoi ils sont accusés déjà. Alors ils sont accusés d'être trop pollués, d'être pas assez nourrissants, d'être trop acides ou trop sucrés, de favoriser le diabète et, comble de l'absurde, de faire maigrir aussi bien que de faire grossir. Depuis les années 70, il y a une véritable propagande qui est à l'encontre des fruits et qui font que maintenant le consommateur hésite à manger des fruits de peur de tout ce que je viens de vous citer. Tant et si bien, après toutes ces attaques, que moi qui jouis de la vie avec tous ces fruits, j'ai pris le rôle d'avocat pour les défendre. Donc voici le fruit défendu par moi-même, son avocat. Mais le sujet est sérieux et l'heure est grave, j'ai envie de dire. Alors déjà, pour y voir plus clair, donc pourquoi est-ce que ces fruits seraient dangereux, ou est-ce qu'ils seraient plutôt bénéfiques, ou est-ce qu'il y aurait plutôt un entre-deux? On va se poser quelques questions pour y voir plus clair. Tout d'abord, quel est le carburant du corps? À partir de quoi les cellules de notre corps produisent de l'énergie? Principalement de glucose. Toutes les cellules, globalement, fonctionnent au glucose. Ceci dit, le corps peut aussi fonctionner quand on ne lui en apporte pas. C'est ce que vous expérimentez en jeûne, puisque votre corps fonctionne à partir des graisses. Pas que, il les transforme, mais disons qu'il utilise ces graisses et qu'il arrive aussi à fonctionner de cette manière-là. Mais vous observez globalement que vous n'avez quand même pas le même niveau d'énergie que quand vous mangez, quand vos cellules carburent au sucre. Première chose. Ensuite, il y a des cellules dans votre corps qui ne peuvent pas se passer de glucose. C'est le cas des globules rouges, de certaines cellules nerveuses. Et c'est pour cette raison que même quand vous jeûnez, votre corps il produit du sucre. Voilà. Ce qui permet de maintenir votre glycémie à un niveau stable. Et sans cette glycémie maintenue à un niveau stable, vous ne pouvez pas vivre. Donc, voilà, première considération, notre carburant le plus efficace, ça reste a priori le sucre, et qu'on lui en donne ou pas, le corps de toute manière, il va en produire. Seconde considération, à propos du gras. Globalement, le gras ralentit la digestion. Dès que vous mangez du gras, que vous mélangez du gras avec d'autres aliments, ça va ralentir l'ensemble de la digestion parce que ça prend plus de temps avec certaines enzymes à produire, certains sucs digestifs. Et ça va aussi ralentir le système lymphatique parce que les graisses rentrent d'abord dans le système lymphatique, enfin la majorité des graisses,
et ensuite ça perturbe ce fonctionnement, ça le ralentit. En tout cas, si c'est consommé en excès. Et le système lymphatique, je ne sais pas si vous en avez entendu parler au cours du festival, mais c'est le système qui récupère les déchets des cellules et puis qui apporte ces déchets jusqu'aux émonctoires pour les éliminer du corps. Et quand votre système lymphatique est ralenti, c'est toutes les détox aussi qui sont ralenties. Et donc le terrain, le corps se régénère moins bien. L'autre problème avec le gras, c'est qu'il gêne l'assimilation des sucres. Et ça, c'est quelque chose qui est en général pas connu, en tout cas du grand public. C'est-à-dire que quand on consomme trop de graisse, trop de lipides, et on verra à partir de combien on peut considérer qu'on est dans un trop, eh bien cet excès de lipides va rendre les cellules moins perméables. Ce qui fait que le glucose, il aura plus de mal, et pas que le glucose, aussi certaines vitamines, certains minéraux, auront plus de mal à rentrer dans les cellules. Ce qui fait que quand vous mangez du sucre et du gras, même si ce n'est pas en même temps, juste si c'est un peu décalé, eh bien le glucose aura des difficultés à rentrer dans les cellules et donc ça va faire des pics de glycémie, des hyperglycémies. Et c'est là où il y aura une surproduction d'insuline avec, à terme, si c'est répété jour après jour pendant des années et des années, possibilité de développer un diabète de type 2. Et donc, le diabète de type 2, ça c'est les spécialistes mondiaux du sujet qui le disent, notamment les spécialistes américains. Pour eux, c'est plus un sujet, c'est voilà, la cause indirecte, la première cause indirecte de diabète de type 2, c'est l'excès de gras. Et donc, si on ne peut pas consommer à la fois du gras et du sucre, et qu'il nous faut choisir entre ces deux carburants, soit on va manger beaucoup de choses sucrées, comme les fruits par exemple, ça peut être aussi des céréales, on en parlera après, ou alors ça va être que du gras, enfin, en tout cas majoritairement de gras. Et donc soit d'un côté vous avez le frugivorisme par exemple, même si vous mangez des céréales c'est un autre mode alimentaire, et de l'autre côté vous avez le régime cétogène. Entre les deux, globalement, la plupart des personnes qui ont creusé le sujet sont d'accord pour dire que ça ne fonctionne pas, donc il y a un choix à faire. En tout cas, si on vise bien sûr une alimentation la plus physiologique. Et d'un autre côté, dans les fruits, il y a beaucoup de fructose, il y a aussi du glucose, mais le sucre majoritaire va être le fructose. Et le fructose, lui, ne fait pas monter la glycémie, il n'y a pas de sécrétion d'insuline directement après l'ingestion de fructose. Par contre, le foie transforme ce fructose en glucose, et en d'autres choses aussi, en graisse notamment. Mais il le transforme, ce fructose, à son rythme, ce qui fait qu'il va produire le glucose dont il a besoin. Donc le foie va réguler la vitesse à laquelle le glucose va être produit. Alors que quand vous consommez des aliments comme des féculents, qui est une chaîne de glucose, là vous avez que du glucose qui rentre. Donc le foie, il n'a pas vraiment son rôle d'intermédiaire pour venir réguler la vitesse d'émission. Et puis ensuite, le fruit, ce qui est intéressant chez lui, c'est qu'il demande très peu d'efforts digestifs. C'est l'aliment le plus simple à digérer qui vous demande le moins d'efforts. Déjà, il contient toutes les enzymes dont il a besoin pour être digéré. Ensuite, il contient peu de fibres insolubles et surtout des fibres solubles, donc des fibres de petite taille qui sont beaucoup plus digestes que celles qu'on retrouve dans les carottes, les betteraves, les légumes racines globalement, ou toutes les feuilles coriaces, et qui peuvent être potentiellement difficiles à digérer si on en consomme de trop. Là, les fibres solubles sont très digestes. Et avec les fruits, vous pouvez manger tous les fruits sucrés que vous voulez. Il n'y aura pas d'hyperglycémie, même si vous mangez des dattes. Il y aura un pic de glycémie, donc la glycémie va augmenter et c'est normal. Ensuite, elle va redescendre assez rapidement et sans passer par une hypoglycémie. Et donc, elle va se réguler très simplement. Ça peut se vérifier par n'importe qui avec un capteur à glucose qui mesure la glycémie, qui est relié au téléphone. Les deux. Pour qu'il y ait une hypoglycémie, ce que beaucoup de personnes connaissent quand elles ne mangent pas à une heure donnée, c'est qu'il y a eu avant une hyperglycémie. Quand vous mangez des féculents, par exemple, parce qu'il y a moins de fibres que dans les fruits, parce que c'est que du glucose,
et aussi parce que ce n'est pas notre aliment de prédilection, il va y avoir une hyperglycémie. Surtout si c'est des féculents ou des céréales raffinées. Et donc derrière, il y aura une hypoglycémie, 4 heures plus tard à peu près, ce qui rythme le rythme des repas. Vous mangez à 8 heures, ensuite vous avez une hypo à midi, vous pensez que vous avez faim donc vous remangez, mais comme vous mangez à nouveau des sucres rapides ou des féculents, etc., avec de l'amidon, et bien à nouveau, 4 heures plus tard vous avez faim, c'est la collation de 16 heures, puis après vous avez faim à 8 heures. C'est pas un rythme naturel de faim, c'est juste une réaction à des hyper et d'hypoglycémie en chaîne. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une fourchette de valeurs saines pour la glycémie. Tant que ça reste dans cette fourchette, la glycémie est jugée normale. Et donc avec les fruits, il y a des courbes, mais ça reste dans cette fourchette saine. Alors qu'avec les féculents, les sucres raffinés, etc., ça dépasse, ça sort de la fourchette. Et c'est même le cas si vous prenez des... J'ai fait l'expérience avec un copain qui avait justement ce capteur à glycémie. Et il a bu 1 litre de jus de pomme fraîchement pressé d'une traite, le plus vite possible. Et sa glycémie a été régulée. Il y a eu un pic de glycémie, mais pas d'hyperglycémie. Et ça a été régulé en l'espace de 1 heure ou 2, très rapidement. Même sans les fibres. Mais il reste toujours des fibres solubles dans les fruits de toute manière, même si vous les passez à l'extracteur. Et on a fait l'expérience aussi avec du jus de pomme du commerce, donc pas frais, pasteurisé. Et là, il y a eu une petite hyperglycémie. Par contre, si vous mangez, même si c'est végétal et cru, de la crusine avec des pommes et des noix par exemple, eh bien là, la glycémie avait été perturbée sur 4 heures avec une hyperglycémie. Ouais. Association gras et sucre, ça ne fonctionne pas ensemble. Encore moins au cours d'un même repas. Et même si par exemple vous mangez du gras et que 2 heures après vous mangez des fruits, en fait vous aurez encore du gras en circulation dans votre système digestif et dans le sang, surtout, ce qui fait que ça va aussi perturber la glycémie. Et c'est bien souvent pour cette raison-là que certaines personnes qui ont un système digestif qui est peut-être moins efficace que chez d'autres, elles vont penser qu'elles ne digèrent pas les fruits, alors qu'en fait, c'est simplement qu'avant, dans les heures qui ont précédé, il y a eu consommation de gras. Alors, d'un point de vue botanique, un fruit, c'est quelque chose qui sort d'une fleur et qui porte des graines. Donc, la noix de coco, c'est une graine. La pomme, c'est une graine. Les haricots, c'est un fruit. Les courgettes aussi. Donc, en fait, la majorité de ce qu'on mange, en tout cas dans le milieu du végétal, la majorité, ça reste des fruits. Les olives, les avocats, c'est des fruits. Donc le miam aux fruits, ce que j'en pense, c'est que c'est une incohérence totale des principes de l'hygiénisme et du système digestif. Si vous aviez l'habitude de manger, je sais pas, des pains au chocolat ou des cornflakes avec du Nutella, sans doute que le miam aux fruits va vous être bénéfique, parce que ça sera plus digeste que ce qui était mangé avant. D'ailleurs, c'est tous les principes de la transition, des paliers de la transition que j'avais présenté l'année dernière, à savoir que si on fait un changement alimentaire et qu'on observe des bénéfices, on a tendance à conclure qu'on a trouvé la vérité ou qu'on a trouvé le truc qui est vrai, qui fonctionne. En fait, c'est toujours relatif. C'est-à-dire que si c'était mieux qu'avant, tu obtiens des bénéfices et c'est très bien. C'est un palier. Sauf qu'au bout d'un certain temps, en fait, vous trouverez les limites du palier. Et après, il faudra poursuivre dans la même logique. Encore faut-il savoir quel fil conducteur suivre. Et donc, il faudra à nouveau alléger cette alimentation. Et quand j'ai fait ma transition alimentaire il y a 12 ans maintenant, je pouvais manger bananes, cacahuètes en quantité, je les mélangeais ensemble. C'était profondément indigeste, mais sur le moment, ça m'évitait d'aller manger des viennoiseries. Je le digérais plus ou moins, globalement ça allait. Maintenant, je ne pourrais plus manger ça, parce que ça me ferait vomir. Et en fait, j'ai arrêté parce que naturellement, au bout d'un certain temps, j'ai senti que ça ne me convenait plus et j'étais capable de manger des choses plus légères, plus simples, moins mélangées, et de me sentir, d'arriver à satiété. Mais au début de ma transition, c'était pas possible. Quand on est habitué à manger des choses très indigestes, très, très denses, très caloriques, il faut y aller progressivement. Donc le miam aux fruits, très bien si avant on mangeait des choses qui étaient moins physiologiques, mais après globalement ça reste c'est le mélange gras et sucre. C'est indigeste. C'est indigeste.
Alors, est-ce que ta question sous-entend que d'un point de vue physiologique, on serait censé manger ce qu'on trouve sur place? Est-ce que c'est ça ta question derrière? Et selon toi, est-ce que c'est physiologique de vivre dans une région où on a besoin de vêtements et de chauffage l'hiver? Voilà, tu as la réponse. Bah, en fait, on peut aussi très bien vivre avec, en important des fruits qui viennent de l'Italie, de l'Espagne. Ouais. C'était une autre époque, nouveau repère. Mm. Il y a très longtemps, on était cueilleurs. Après, on a été cueilleurs-chasseurs. Après, on s'est sédentarisé, on a été agriculteurs. Les époques changent et on assiste à, c'est ce que je disais aussi l'année dernière, c'est que à chaque changement, à chaque fois qu'il y a eu des grands changements dans la civilisation, quand les civilisations sont apparues, quand le mode de fonctionnement de l'humain a changé, dans les grands changements, à chaque fois, il y a eu des changements alimentaires. Et là, je pense qu'on est quand même à l'aube d'un changement. Et donc, pour moi, ce changement alimentaire qui paraît vraiment très différent de ce qu'on a l'habitude, s'inscrit dans une logique cohérente parce qu'on est amené de toute manière à changer nos habitudes. Et on a tous les moyens technologiques pour aller faire des fruits n'importe où. Hein. C'est juste une question de volonté. Hein. Avec les systèmes sous serre, on peut faire on fait des bananes en Bretagne, par exemple. On peut faire tout ce qu'on veut. Voilà. C'est juste une question de volonté. Est-ce qu'on considère que les fruits sont suffisamment importants pour notre santé et qu'on les considère non plus comme quelque chose pour décorer le saladier et comme une friandise après avoir mangé? Ou est-ce que c'est vraiment un aliment important et qui nécessite qu'on lui donne qu'on se donne les moyens d'en produire? Sous les tropiques, il n'y a aucun problème pour vivre. Par exemple, la banane, la papaye et la noix de coco, c'est des fruits qui donnent toute l'année. On n'a pas besoin d'une diversité énorme. Hein. Les animaux, comment ils font? Ils mangent local. Hein. Il y a des animaux frugivores sur cette planète, ils se débrouillent toute l'année. On ne va pas refaire l'histoire. C'est comme si, si on mange que des fruits, il n'y aura plus d'agriculteurs. Bah, s'ils font plus de vaches et des moutons, et ils font des fruits, quoi. Puis il y a des métiers qui apparaissent, il y a des métiers qui disparaissent. En fait, c'est à l'échelle de l'humanité, il y a des mouvements permanents. Il y en a eu. Il y a eu des moments où il n'y en avait pas beaucoup d'êtres humains, des moments où il y en a eu beaucoup. Et tout ça, c'est la vie, quoi, les va-et-vient. On n'est pas figé, donc ouais, ça entraîne du changement, tout ça, mais il va y en avoir de toute façon. Gardez quand même quelques questions pour la fin, comme ça me permet de continuer le déroulé. Donc, on a parlé qu'entre sucre et gras, finalement, il faut choisir, parce que les deux ensemble se marient mal, et qu'avec le gras, il y a quand même un certain nombre d'inconvénients, alors qu'avec les fruits, a priori, il y a quand même plutôt des avantages. Et maintenant, si on regarde du côté plus... Enfin, c'était déjà scientifique, mais si on regarde vraiment du côté de nos besoins en macronutriments, on va regarder ce que ça donne d'après les sources officielles. Alors déjà, pour les protéines, le besoin en protéines, il est évalué autour de 10%. Et quand je dis évalué, c'est par les, les organismes officiels comme l'OMS, par exemple. Il y en a d'autres et ils disent tous la même chose. Il n'y a pas vraiment polémique sur le sujet. Et quand on dit 10% de protéines, ça veut dire 10% des apports caloriques. Ça veut dire que si vous mangez 2000 kilocalories dans votre journée, 10% ça fait 200 kilocalories. Donc ça veut dire que vous avez 200 kilocalories de calories qui proviennent des protéines. Voilà ce que ça veut dire. Et donc 10% de protéines, ça, voilà, ça fait pas vraiment débat. Le gras, lui, fait plus débat, puisqu'il y en a qui vont vous dire qu'il faut quasiment que du gras pour compléter, et d'autres qui vont vous dire quasiment que du sucre. Et si on écoute les organismes, certains organismes américains, certains instituts qui sont spécialisés dans les maladies cardiovasculaires, notamment un institut qui est en lien avec Harvard, hein, eh bien, ils considèrent que les besoins en lipides, c'est 10%. Et qu'au-delà de 10%, eh bien, ça ne correspond pas à un besoin, et que globalement, au-delà de 20%, ça devient plutôt négatif pour la santé. Et 10%, ça serait le besoin. Et ça, ce sont des instituts qui sont spécialisés dans les maladies cardiovasculaires qui le disent.
Et donc, si ça fait 10% de protéines, 10% de gras, ben, il reste 80% de sucre. Donc, ça rejoint la première conclusion que j'avais énoncée à ce sujet. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça peut être 80% de sucre, mais ces organismes-là ne précisent pas si ça va être sous forme de céréales, si ça va être sous forme de fruits qu'on va aller chercher ce sucre. Moi, je me suis plongé dans l'optique que ce soit 80% de sucre qui viennent globalement des fruits. Et ce qui est très intéressant, c'est que si vous utilisez des applications comme Chronometer qui calcule tous les acides aminés, les vitamines, les minéraux qui sont contenus dans les aliments, il existe des immenses bases de données, et que vous introduisez un menu de crudivore végétalien, donc quelqu'un qui va manger que des fruits et des légumes, avec cette orientation de manger principalement des fruits et juste compléter avec des légumes et éventuellement un peu de graines oléagineuses, eh bien vous vous rendez compte qu'en fait, il y a tous les acides aminés essentiels qui sont dans ces menus-là, tous les acides gras essentiels également, que globalement, ça ne contient pas trop de fibres insolubles, celles qui ne sont pas hyper digestes si on en consomme de trop, mais que majoritairement, ce sont des fibres solubles. Et donc, en fait, on se rend compte qu'avec ce type d'alimentation, beaucoup de fruits, on complète avec des légumes et quelques graines oléagineuses, dans la proportion 80-10-10, eh bien, on obtient tout ce dont le corps humain a besoin. Voilà. On peut dire que c'est prouvé par ces bases de données, et puis c'est prouvé aussi par l'expérience de ceux qui, depuis 10, 20, 30 ou 40 ans, s'alimentent de cette manière-là. Donc j'avance beaucoup d'informations, mais je ne les jette pas en l'air non plus. S'il y a voilà, des données qui font question pour vous, il y a plein d'articles en libre accès sur mon site internet. Vous pouvez aller vérifier, notamment il y a 3 articles, quels sont nos besoins en protéines, en lipides et en sucre, où je donne plein d'informations. Et des références aussi, où ça vous permet de vous documenter plus précisément si vous voulez creuser le sujet. Et ce que j'ai pu expérimenter pendant les stages, c'est que certaines personnes arrivent parfois avec des craintes parce que elles me disent qu'elles ont un système digestif très sensible et qu'elles ont peur de venir à un stage où il y aura que du cru. Et il se trouve sur les quelques centaines de stagiaires que j'ai vus passer dans les événements que je propose, j'en ai jamais eu aucun qui s'est plaint d'avoir mal au ventre ou d'être malade en mangeant de cette manière-là. Tout simplement parce que dans les stages que je propose, il y a, je propose une alimentation sur le 90-10 et on mange les fruits seuls, on ne les mélange pas avec autre chose, on les mange en premier aliment et non pas après avoir mangé autre chose. Et qu'il y a plein de pratiques autour, comme vous faites ici, avec de la respiration, du mouvement, des balades, des bains, des périodes de jeûne aussi, le jeûne intermittent plus une journée de jeûne, des techniques de détox qui sont utilisées. Et tout ça fait que le corps il a les bonnes conditions pour fonctionner et qu'il n'y a aucun problème. Voilà. Même chez les personnes qui n'avaient jamais testé avant et qui pensaient avoir les intestins sensibles. Mais si vous mangez trop de fibres insolubles, que vous faites des saladiers remplis de carottes râpées, que vous versez 5 cuillères à soupe d'huile dessus et que derrière vous mangez des dattes, ouais, ça va pas bien se passer. Et c'est comme ça que font 90% des crudivores pourtant. La majorité des crudivores consomment, je dirais, au moins, au bas mot, 50% de gras dans leur alimentation. Et c'est presque un sujet délicat à aborder parmi des crudivores. C'est-à-dire que c'est un sujet délicat comme chez quelqu'un, comme si vous êtes végétarien et que vous parlez à quelqu'un qui mange de la viande. Il faut y aller mollo. Avec le gras chez un crudivore, il faut y aller mollo aussi. Et donc il y a un déni complet. Tous me répondent: ah mais non, j'en mange presque plus. Comme les viandards disent: non mais ça, la viande, j'en mange presque plus. Le gras, c'est pareil. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de faire l'expérience sur plusieurs journées de suite, de peser tous vos aliments, même ceux que vous mangez entre les repas, et de voir quelle quantité de gras vous consommez. Et là, vous allez être surpris. Et ça, que vous soyez crudivore ou pas, hein. C'est-à-dire que même si vous mangez des céréales, du fromage ou autre chose, faites l'expérience.
Et ce qui est bien avec le 90-10, c'est que c'est un mode alimentaire que vous pouvez suivre, même si vous mangez autre chose que du végétal et cru. Alors quand on les accuse par exemple de faire maigrir, c'est souvent un des premiers, des premières critiques qu'on leur adresse, à savoir que certaines personnes, après quelques jours ou quelques semaines en mangeant beaucoup de fruits, se retrouvent complètement déminéralisées et amaigries. En fait, la raison est simple. Pendant longtemps, on a invoqué que c'était les détox qui étaient trop fortes. Même moi, j'y ai cru. Jusqu'au jour où je finisse par comprendre que, en fait, non, c'était juste parce que quand on mange beaucoup de fruits, on mange forcément un plus grand volume. Et donc, on va être tenté de manger moins sans s'en rendre compte. Et sur les derniers stages que j'ai animés, il y avait à peu près 50-60% des stagiaires qui ont consommé à peine 1500 kilocalories dans leur journée. Alors il en faut, on va dire, à peu près au moins 2000, surtout quand on fait des balades, des bains froids, qu'on respire, etc. Et donc, en temps normal, sur les premiers stages que j'organisais, je me serais dit, bon, bah, il leur faut un temps d'adaptation, mais je voyais bien qu'il y en a qui ne mangeaient pas beaucoup. Sauf que ces personnes-là pensaient que c'était normal de manger comme ça parce qu'elles conservaient un même volume de nourriture qu'auparavant. Et donc pendant le temps du stage, peut-être que les personnes se sentent bien parce que bah, elles mangent un peu plus léger que d'habitude et bon, sur le moment, ça leur fait du bien. Elles sont dans une dynamique où il y a plein d'activités, elles pensent à autre chose. Mais quand elles rentrent chez elles, au bout d'un moment, elles crèvent la dalle. Et là, elles se disent, ah bah ça y est, ça carence, ça me nourrit pas, non, le fruit, il faut des protéines, etc. Regardez sur Internet, il y en a plein des vidéos là-dessus. Alors qu'en fait, c'était juste que bah, elles n'avaient pas mangé assez. Et donc, si vous vérifiez le nombre de calories que vous mangez et que vous arrivez à un nombre normal pour vous de calories pour ne pas maigrir, eh bien, vous verrez, il y aura toutes les protéines, les acides aminés, les minéraux, les vitamines, etc., dont votre corps a besoin. Et il n'y aura pas de perte de poids particulière, sauf si jamais ça vous est bénéfique parce qu'il y a des kilos en trop. En fait, l'alimentation, les fruits en général ne font ni grossir ni maigrir, ils vous ramènent vers votre poids de forme. Ce qui vous fait grossir dans l'alimentation crudivore, c'est les noix de cajou, c'est les purées d'oléagineux, les choses comme ça. Alors comment justement bien les consommer ces fruits? Donc on en a déjà parlé un petit peu. Donc seul, vous pouvez éventuellement mélanger quelques fruits entre eux, comme de la pomme, banane, etc. Globalement, ça reste à peu près digeste, mais c'est pas ce que je vous recommande. Ce que je vous recommande, c'est quand vous êtes dans le magasin et que vous allez acheter des fruits, de sélectionner les fruits que vous aimez le plus et pas celui pour lequel vous avez lu qu'une étude disait qu'il y avait ceci dedans, que c'était bon pour les yeux, bon pour le foie ou bon pour la rate. Ça, on s'en fout. Votre corps, il sait, c'est votre système olfactif qui sait ce qui est bon pour vous. Et naturellement, en mangeant, parce que vous allez manger à votre faim, vos besoins vont être comblés naturellement. Donc vous vous dirigez vers les fruits, vous achetez que les fruits que vous adorez. Et donc il faut savoir les prendre suffisamment mûrs. S'ils ne sont pas suffisamment mûrs, il faut avoir la patience de les faire mûrir. Et pas au frigo, parce qu'au frigo, ça ne va pas mûrir. Et quand vous les mangez, de les manger à température ambiante et pas froid. Et donc de les manger seuls. Par exemple, c'est la période des figues ou ou les bananes, bon, il y en a toute l'année. Peu importe ce que vous aimez, vous en mangez jusqu'à satiété. Si c'est, je sais pas, la cerise, bah, moi les cerises, quand j'en mange, ça va être, je peux facilement manger 2 kilos. Les melons, pareil. Quand vous commencez de manger un melon, quand vous commencez de manger une pastèque, vous en mangez jusqu'à plus faim. Et une fois que vous en avez plus faim, bah, vous avez plus faim. Donc après, vous arrêtez de manger pendant un temps. Et puis après, quand vous avez à nouveau faim, bah, là, vous dirigez vers un autre type de fruit. Ça, c'est l'idéal de fonctionner comme ça. Et quand les fruits sont moins bons, c'est là où ça peut être intéressant de les mélanger. Si vous faites un smoothie pomme, banane, date, parce que bon, ils n'ont pas un goût terrible, bah, c'est assez attractif et c'est relativement bien digeste. Donc ça fait partie des règles. Donc manger plutôt en monoaliment ou limiter les mélanges avant les repas et non pas après les repas. Parce que si vous les mangez après les repas, eh bien en fait ils restent bloqués dans l'estomac où normalement ils ne font que transiter. Et donc ils vont fermenter, ils vont créer des ballonnements, vous allez mal les digérer.
C'est typique le cas des personnes qui, par exemple, mangent une pomme après un repas et qui vont se tordre de douleur avec des maux de ventre. Alors que si la personne mange la pomme avant, il n'y aura aucun problème. Alors déjà, je vais lister toutes les recommandations pour bien les consommer et tu pourras voir celles que tu suivais, celles que tu ne suivais pas, déjà, première chose. Ensuite, par rapport aux douleurs dentaires, etc., si c'est bien consommé, ça peut être tout simplement lié au détox. Donc après, l'idée, c'est qu'en fonction si les détox sont plus ou moins fortes, c'est d'y aller progressivement. Je vous parlerai du défi fruit à la fin de la conférence, qui est de démarrer par 1 kg de fruits par jour et de voir comment votre corps réagit. Et puis quand vous en voyez les bénéfices et puis que c'est devenu assez facile à faire, c'est là où vous pouvez augmenter progressivement. Comme ça, si jamais la transition est catastrophique ou se passe pas bien, vous avez un moyen de réguler l'intensité. Ça, c'est une chose. Ensuite, moi, ce que je suis convaincu, et c'est notamment ça qui me motive à créer une école, c'est que même pour les personnes qui peuvent être épuisées ou pour qui ont déjà essayé les fruits et pour qui ça s'était pas bien passé, je suis convaincu que quand il y a un rythme de vie avec un certain nombre de pratiques, respiration, méditation, un certain nombre de soins comme certaines détox, certaines purges ou certains massages, avec un environnement où il n'y a pas de conflit et où on se sent en sécurité, moi je suis à peu près certain que ça peut que fonctionner. Parce qu'en fait, je vois aucune raison pour que ça ne fonctionne pas, tout simplement. Je connais plusieurs profils en naturopathie à qui on déconseille les fruits. Là, ça fait partie des choses qu'on leur reproche aux fruits, de ne pas convenir à tout le monde. Et donc, j'ai pu voir dans mon expérience que des personnes avec un profil très acidifié, neuroarthritique, comme on appelle ça en naturopathie, à qui normalement on devrait complètement déconseiller l'alimentation frugivore. J'en ai vu passer j'en ai vu notamment une personne qui était dans un état de ce qu'on appelle la cachexie, c'est-à-dire quelqu'un qui est au bord de la mort parce que d'épuisement total, d'amaigrissement. Elle m'a montré ses photos, et elle était, ouais, c'était presque un cadavre. Elle s'est reconstituée exclusivement avec du végétal cru. Preuve que c'est possible. On ne peut pas dire qu'elle partait sur des bases favorisées pourtant, hein, puisqu'elle était au bord de la mort. Ça lui a pris un certain nombre d'années, beaucoup de persévérance, mais elle a réussi. J'en connais un autre qui était venu sur un jeûne trek, pareil, profil très mince, et lui, il n'arrivait pas à se stabiliser avec l'alimentation végétale et crue. Et à l'époque, je suivais pas le 90-10, je mangeais plus de gras, même si j'ai jamais abusé. Et lui, il mangeait des produits animaux à cette époque. Il a failli pas finir le trek parce que tellement il était fin, quoi. Et je l'ai revu quelques années plus tard, je l'ai pas reconnu. Il avait pris à peu près 10 kilos de muscles et il avait complètement stabilisé son alimentation. Et c'est lui qui m'a fait découvrir le 90-10 il y a 2 ans maintenant. Donc un deuxième contre-exemple. Et j'aime bien ce que dit Sadhguru. C'est le seul yogi à ma connaissance qui recommande le frugivorisme. Il dit la seule contre-indication à manger des fruits, c'est si vous voulez que des parts de vous restent mortes ou inertes. Et en fait, je cherchais justement quelque chose dans cette idée-là, et je trouve qu'il l'a très bien prononcé. Et pour moi, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ça remet de la vie à l'intérieur du corps, ça réveille toutes les parts de l'être, et il faut être prêt à suivre les changements que ça va impliquer. Si vous en faites une priorité dans votre vie, cette alimentation, ce qui a été mon cas, tout s'est réorganisé autour de ça. Ma vie, elle n'a plus rien à voir avec qui j'étais avant que je commence cette transition alimentaire. Donc il faut être prêt à potentiellement tout lâcher pour reconstruire. Et s'il y a des choses auxquelles on se rattache, ça va coincer un moment ou un autre. Il faut être prêt au grand plongeon. Et l'idée de parler de tous ces sujets sur les fruits, c'est que vous en ayez plus peur. Puisqu'il y a une telle propagande pour les attaquer, c'est pour ça que je les défends.
pour leur dire à quel point ils sont merveilleux. Et j'ai pas fini encore de vous expliquer à quel point ils sont merveilleux. Mais reprenons sur comment bien les consommer. Et d'ailleurs, ce que j'avais noté aussi, c'est que pour bien les consommer, il ne faut pas avoir peur du sucre. Si vous avez lu plein d'études comme quoi le sucre c'était pas bon, nanana, et que vous les mangez en pensant que vous empoisonnez, consciemment ou inconsciemment, ça va pas bien se passer. Hein. Pareil. Pareil. Notre pensée, elle influence la matière. Si vous mangez quelque chose en pensant que c'est mal, que c'est pas bon ou quoi que ce soit, bah même si c'est bon, ça va vous empoisonner quand même, puisque la pensée crée. Enfin, dans une certaine mesure, hein. Parce que si vous mangez que McDonald's en pensant que ça vous fait aussi du bien, que vous en êtes convaincu, vous verrez qu'il y aura un certain principe de réalité qui vous rattrapera un jour ou l'autre. Donc voilà, ne pas avoir peur de manger du sucre, sinon ça va bloquer le processus. Et aussi, j'ai noté, oser jouir de la vie. Parce que les fruits, quand ils sont bons, ils sont bien sucrés, c'est très agréable, et normalement, c'est réservé au dessert, et si vous avez été sage. Et puis, vous n'en mangez pas avant, parce qu'après, vous aurez plus faim pour manger. Et tant que ces programmes, ils courent à l'intérieur de vous, vous ne pourrez pas manger des fruits librement. Donc, ça nécessite de déconstruire ça, de déconstruire certaines croyances. Et pour moi, c'est un des bénéfices secondaires très puissants de l'alimentation vivante, parce que pour la mettre en place, vous êtes obligé d'aller déconstruire plein de choses. Notamment le fait de manger différemment, et puis d'oser manger différemment avec quelqu'un d'autre. Ça nécessite de se dire, tiens, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas, et puis on va me juger, mais c'est pas grave, parce que c'est pas à l'autre de décider ce que je mange ou ce que je mange pas. Donc ça nécessite de se faire confiance, de se positionner, d'entendre un non, d'accepter de déplaire, et puis de savoir se dire oui quand on dit non. Et donc ça fait plein d'évolutions à l'intérieur de l'être, plein de prise de conscience, plein de travail de guérison aussi à différents niveaux. Ensuite, si vous mangez plus de 20% de gras dans votre alimentation, globalement, ça va perturber la digestion des fruits. Donc, si jusque-là, les fruits, ça vous avait pas trop réussi, regardez combien vous mangez de gras. Si besoin, diminuez, réessayez, vous verrez qu'il y aura du changement. Alors, si tu manges 20% de gras, le lendemain matin, ils auront fini de les digérer. Mais par contre, dans le cas où il y a vraiment des grandes quantités de lipides qui sont consommés, par exemple 50% de lipides, puis que c'est mangé tard le soir vers 20h, 21h, voire 22, en regardant la télé en plus, ou son téléphone, eh bien, le lendemain matin, si le système digestif n'est pas hyper performant, et que vous mangez des fruits, ça ne sera pas fini complètement d'être digéré, ce qui fait que vos fruits vont aussi être indigestes. Et c'est ce qui arrive à certaines personnes qui disent « Ah non, moi les fruits, je ne les digère pas, même le matin, ça passe pas. » Ben oui, c'est parce que probablement le repas d'avant n'était pas terminé complètement au niveau digestif. De quoi donc? Alors les fruits, ce que je préconise, c'est de les manger entre 10h et 18h. À volonté. Si ça reste entre 10h et 18h, ça va aller. Globalement, entre 10h et 18h, vous faites à peu près ce que vous voulez. Moi, ce que j'aime bien, c'est faire 2 gros repas et puis 1 ou 2 prises alimentaires entre. Par exemple, un gros repas de fruits, où je vais manger peut-être 2 kg de fruits. Ensuite, je vais refaire des prises un peu plus légères dans l'après-midi de fruits. Et puis en fin de journée, vers 17h, enfin fin d'après-midi, là, je vais me faire mon repas avec des légumes et un petit peu de gras, ou un repas de légumes avec des fruits. Parce que les fruits, ça se mélange très bien à d'autres fruits qu'on a, fruits-légumes, hein, poivrons, tomates, courgettes, concombres. Vous pouvez mélanger vos fruits à ça. Vous pouvez les mélanger à des feuilles de salade, des épinards, mais sans huile, voilà. Voilà. Et sinon, si vous mettez un petit peu de gras, 10-20% de gras, eh bien, ouais, ça va très bien le faire aussi. Ouais. En général, ce qu'on observe, c'est qu'une fois qu'on a mangé sucré, il va y avoir, surtout quand on n'est pas hyper habitué au début, il peut y avoir une envie de manger plus salé ou un peu plus gras après.
Donc c'est là où ça peut être bien de faire un repas de ce que j'appelle le repas de fruits et alterner avec un repas de légumes, où là vous faites une salade avec des fruits à nouveau. Et puis de réserver plutôt le gras, comme il n'y en a pas besoin de beaucoup, sur une seule prise alimentaire. Parce que si vous mettez du gras sur 2 prises alimentaires, bon, vous allez dépasser le seuil très rapidement, quoi. Alors, globalement, on recommande d'éviter de mélanger ce qu'on va appeler les fruits sucrés avec les fruits acides, comme dattes, citron, pommes, oranges, bananes, des choses comme ça. Globalement, je trouve que ça se digère à peu près, mais c'est bon à savoir que on recommande de ne pas les mélanger. Et si vous les digérez mal comme ça, ne le faites pas. Mais des fois, ça peut être, par exemple, moi, il y a un mélange que j'aime bien, c'est par exemple banane fraise ou banane cerise, banane abricot. Mais je sens que c'est pas, dès que vous commencez de mélanger les fruits, au niveau digestif, c'est déjà pas pareil. Alors c'est simple pour savoir si un fruit commence d'être abîmé, si un alcoolisé, fermenté, même pareil pour les légumes, quand vous faites une fermentation ou quand vous faites des graines germées qui commencent un peu de s'abîmer. En fait, c'est votre corps qui sait. Dans la nature, les animaux, ils n'ont lu aucun livre sur les champignons, les fruits, les plantes, et vous ne retrouvez pas des sangliers morts sur la route parce qu'ils se sont trompés, hein. Ils se sont trompés de page. Pourquoi? Ils sentent, ils goûtent, ils mangent tout seuls en monoaliment et cru. Et si le système olfactif reconnaît l'aliment et qu'il le considère comme bénéfique pour le corps, il va développer des signaux qui sont agréables. Ce qui fait que aimer un fruit, ça ne correspond pas à un tempérament, une personnalité particulière. Ça correspond à une réponse du système olfactif qui répond favorablement à ce qui est rencontré dans l'aliment. C'est-à-dire qu'il y a deux intelligences qui se rencontrent. Et c'est comme ça qu'on peut définir d'ailleurs l'alimentation vivante. Il y a d'une part l'intelligence du corps, et en face, l'intelligence de l'aliment vivant que vous mangez, d'où l'alimentation vivante. Quand vous mettez cet aliment dans votre corps, que vous le croquez, cette intelligence du fruit ou de l'aliment vivant rentre en conversation avec l'intelligence du corps. Et à eux ensemble, ils émettent une réponse qui va être la réponse du système olfactif, au niveau du plaisir gustatif. Si c'est favorable, c'est que votre corps il en a besoin et que vous pouvez en manger. C'est comme ça que les animaux fonctionnent. Si vous essayez de manger des plantes sauvages, par exemple, si vous mangez, si vous mettez dans votre bouche une plante toxique, par exemple, comme la cigule, l'arôme ou d'autres, vous allez voir que c'est exécrable au niveau du goût. Vous n'aurez pas envie d'en manger. Voilà, il y a quelques exceptions par rapport à ça qui ont notamment alimenté les peurs et qui déconnectent l'humain de son pouvoir en fait de reconnaître ce qui est bon pour lui et puis de ne plus être dépendant finalement de certaines études ou de l'avis de Pierre-Paul Jacques. C'est par exemple, vous en avez peut-être entendu parler, il y a une époque, ils ont coupé plein de ifs en France ou peut-être même en Europe, je ne sais plus, parce qu'il y avait des animaux qui, notamment les chevaux, qui en consommaient jusqu'à en mourir ou se rendre bien malades. Et en fait, c'était à une époque où ils donnaient à manger aux chevaux des graisses animales. C'était mélangé à leur aliment. En fait, ça les rendait fous. Ça vous rappelle peut-être l'épisode de la vache folle. Quand on donne à une espèce donnée des aliments qui ne sont pas du tout faits pour elle, ça rend les animaux fous. Voilà. Et après, effectivement, oui, ils ne savaient plus ce qu'ils faisaient, ou peut-être que ça les aidait à se purger, que globalement, quand on retrouve progressivement une alimentation saine, on peut vraiment se fier à ces papilles. Quoi dire d'autre? Ce qui est important aussi, c'est de faire du sport et de bien s'oxygéner. Si vous mangez plein de fruits, mais que vous ne bougez pas, ça ne va pas le faire. Ça ira pas. Il y aura plein d'énergie dans les fruits. Et puis pour qu'un fruit soit aussi bien digéré complètement, il y a besoin d'une bonne oxygénation. Et donc, ça ira pas. Donc c'est important de faire de la marche, de faire des routines, de faire des respirations Wim Hof, des choses comme ça. C'est important aussi de connaître les bonnes adresses pour en trouver des fruits. Parce que si vous vous contentez des fruits de l'Intermarché ou je ne sais pas quel magasin, ça ne va pas le faire.
moi, mes recommandations, enfin, je vais vous expliquer comment je fonctionne, tout simplement. Je vais regarder l'heure, c'est bon. Donc, mon fournisseur principal, c'est Grand Frais. À défaut, Mangeons Frais ou Provençal. C'est là où je prends 80% de mes fruits et légumes. Alors, on va parler du bio aussi. Mais je finis d'abord avec la répartition. Ensuite, je complète avec... des fois, je vais aussi chez Aldi et Lidl. Il y a des choses qui sont bien. Il y a des choses aussi qui sont pas bien. Chez Grand Frais, globalement, je pense qu'ils goûtent vraiment leurs aliments parce que c'est à peu près tout bon. Chez Aldi et Lidl, il faut faire le tri. Il y a 50% d'intéressants et 50% de pas intéressants. Mais ça permet d'avoir des aliments à un prix intéressant. Parce qu'en fait, derrière la recherche de où s'approvisionner, il faut à la fois que ça soit bon et à la fois que ça soit accessible à votre budget. Moi, mon budget fruits pour la journée, c'est 20 euros. Donc ça représente un investissement déjà important, mais bon, j'investis dans ma santé. Leonardo en parlait aussi, on investit du temps pour sa santé. Et 20 euros, c'est parce que justement, je fais suffisamment attention pour ne pas aller acheter en magasin bio. Mais je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Et je complète aussi quand même avec un peu les magasins bio, notamment où je vais trouver des choses qu'on ne trouve pas ailleurs, comme du cacao cru, certaines purées d'oléagineux, même si j'en consomme pas beaucoup, j'en consomme un petit peu, du pollen, du miel, des choses comme ça. Et de temps en temps, quelques fruits et légumes aussi. Et le meilleur magasin bio pour moi, c'est Satorise. Ouais. Si j'avais un Satorise, Si j'avais un Satorise près de chez moi, même si je bouge tout le temps, j'achèterais beaucoup plus de bio que je le fais maintenant. Il y en a plein, c'est plutôt dans l'Est. Hein. Voilà, après chaque région a ses particularités, ses petites astuces, hein, bien sûr. Et puis vous pouvez compléter avec des magasins en ligne. Il y a notamment Jurassic Fruit, BioVie, Fruitstock. Voilà, puis il existe d'autres sites plus spécifiques, par exemple pour le cacao cru. En général, beaucoup de personnes pensent qu'elles doivent faire un choix entre une alimentation saine et le cacao, le chocolat. Mais en fait, il n'y a pas de compromis à faire. Vous pouvez manger du cacao cru, c'est excellent. C'est juste qu'il faut connaître les bonnes adresses comme RAW, la marque, rrraw.fr. Il est excellent, il est 100% cru et vous pouvez même en acheter avec de la date comme sucrant. Comme ça, il est sucré naturellement aussi. Et puis, il y a les marchands d'algues. Les algues, c'est un aliment important de la transition alimentaire. Il y en a qui la font sans les algues aussi, mais en général, quand on aime, après, on s'en passe plus. Donc, il y a Bretalgues qui font des algues fraîches. Notamment pour ceux qui ont des problèmes d'iode, hein, les algues fraîches en contiennent plein. C'est en ligne, ouais. Ils sont en Bretagne, eux. En plus, c'est un gisement d'algues naturelles. C'est même pas cultivé. Donc, première qualité. Sinon, vous avez Biocéan. Alors, Biocéan, eux, ils vendent des algues sèches. Et c'est super qualité. Et après, vous salez de cette manière-là vos plats. Plutôt que de mettre du sel, même du sel gris. Vous mettez des algues, ou vous faites des sauces avec de l'eau de mer. C'est bien plus physiologique que de mettre du sel de Guérande ou autre chose. Voilà, et donc quels sont les avantages d'une alimentation avec plein de fruits? Donc ça apporte beaucoup d'énergie, les fruits, parce qu'il y a du sucre, et on a vu que c'était le carburant qui avait le meilleur rendement. Ils se digèrent très facilement s'ils sont mangés dans les règles de l'art. Et très intéressant aussi, ils améliorent le transit. Pour tous ceux qui ont un transit lent, ou même pour les constipés, il y a une amélioration directe si vous faites le défi fruits. C'est-à-dire manger au moins 1 kilo de fruits dans les bonnes conditions, en premier repas, mono-aliments, etc. Notamment les fruits à queue, là, ça carbure hein, au niveau du transit. Et ce qui est important par rapport à ça, c'est que, je pense que vous l'avez peut-être déjà entendu, mais on considère que les maladies naissent dans le système digestif, ou je ne sais plus quelle formulation.
Pour moi, il y a vraiment une vérité derrière ça, c'est-à-dire que dès qu'il y a un ralentissement du système digestif, ça va entraîner des fermentations, des putréfactions, progressivement une auto-intoxication du corps, et dès qu'on améliore le transit, inversement, tout de suite le corps se détoxifie naturellement et le corps revit. Et les fruits participent à ça. Donc raison de plus de les aimer. Et en plus, ils sont simples et rapides à préparer. Qu'est-ce qu'il y a de plus rapide que de vous faire de sortir un bol et de mettre 1 kilo de pommes, de bananes, de melons, je ne sais pas quoi. Alors quand je dis 1 kilo, c'est la partie que vous allez manger, hein. C'est-à-dire que si vous mangez de la pastèque, il y a autant de peau que de chair. Donc là, c'est 2 kilos de pastèque pour manger 1 kilo de fruits. Ouais. Alors le cacao cru, ça reste un stimulant. C'est pas un excitant comme le café qui a été torréfié ou le thé qui a été chauffé. Ça, tous les excitants, par définition, apportent de l'énergie parce qu'ils épuisent le système nerveux. Sauf que le système nerveux n'a pas des réserves illimitées. Et au bout d'un moment, ça conduit à l'épuisement nerveux, burn-out, etc. Je ne dis pas que c'est les seules raisons, mais en tout cas, ça favorise. En parallèle, il y a ce qu'on appelle les stimulants. Et le cacao cru fait partie des stimulants, notamment par la présence de théobromine, qui veut dire nourriture des dieux au passage, et qui agit un peu comme la caféine, mais en plus doux. Donc quand on manque d'énergie, qu'on est un peu fatigué parce qu'on est en sur-régime ou parce que voilà, pour plein d'autres raisons, on peut être tenté d'aller chercher dans le cacao son côté stimulant. Et toi, on en a parlé il n'y a pas très longtemps, tu consommes plein de gras, c'est ça? Tu as calculé à combien de pourcents? Je pense que 60 facile. 60%. Et donc, quand il y a beaucoup de gras, de lipides dans le sang, les cellules absorbent moins bien le glucose, certains minéraux aussi, et l'oxygène. Ce qui fait que ça crée une sorte de faim cellulaire qui est encore plus accentuée si vous consommez des huiles raffinées ou surchauffées. C'est un des mécanismes de l'obésité, par exemple. Quand il y a plein de mauvaises huiles qui sont consommées, les cellules n'arrivent pas à se nourrir, donc la personne meurt de faim alors qu'elle peut être en surpoids, parce que l'alimentation n'est pas assimilable par les cellules. Et donc, quand il y a beaucoup de gras, tu vas chercher en compensation des aliments qui sont très riches en sucre ou en minéraux ou très salés pour venir compenser le fait que les cellules ont un peu de mal à assimiler ces nutriments. Et puis comme tu consommes pas assez de fruits et beaucoup de gras, naturellement l'énergie elle est pas au top, et donc tu vas chercher un stimulant puis un truc hyper bourré de sucre. Le miel. Bon, bah, j'ai tout. Maintenant par rapport au bio, alors pourquoi est-ce que je consomme pas du bio? Parce que mon budget nourriture c'est 20 € par jour et que avec 4 à 5 kilos de fruits et légumes par jour, il suffit de faire un tour au magasin bio, vous regardez les prix, hein, les fruits à 7-8 € le kilo minimum, faites une multiplication et vous voyez que ça dépasse 20 €. Donc, soit j'ai plus d'argent et j'achète tout bio, soit je revois les choses et je cherche des raisons de me dire que c'est valable de fonctionner autrement et de ne pas manger tout bio. Et il y a plein de raisons à ça. Déjà, c'est pas parce que c'est bio qu'il n'y a pas eu de traitement. Plein de traitements qui sont autorisés sur les pommes, notamment. Si, 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 je ramasse un maximum, hein, les cerises, les figues, les prunes. Oui, mais 5 kilos de fruits et légumes par jour, je m'arrête pas assez. C'est pas pour le dessert, les fruits. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc dans le bio, c'est pas parce que c'est bio qu'il n'y a pas de traitement. Il y a des traitements qui sont autorisés, qui sont pas top pour la santé. Je connais des personnes qui sont hyper sensibles aux pesticides et qui sont obligées de nettoyer la peau des pommes ou carrément de l'enlever parce qu'elles réagissent. Donc c'est une réalité. Quand il y a des problèmes aussi, menaces que la récolte soit pas bonne, ils peuvent avoir des dérogations aussi d'utiliser d'autres produits. Je partage juste mes réflexions sur ce sujet-là, parce que de toute façon, ça conduit à une impasse. Si vous voulez manger tout bio, vous allez manger votre pain bio, votre riz bio, je ne sais pas quoi. Et oui, si on a la possibilité, mais en général, ça reste pour des petites quantités.
Mais je poursuis sur le bio. Et puis, moi, du bio, j'en ai fait. J'ai eu un potager, un verger pendant des années. Les fruits et les légumes, quand c'est fait dans des bonnes conditions, ils sont plus gros. Enfin, ils ne sont pas gonflés de fruits, mais en tout cas, les légumes sont énormes. Quand on voit ce qui se passe dans les rayons des magasins bio, bon, il y en a qui sont bien, mais globalement, on trouve des tout petits trucs ridicules, souvent parce qu'il n'y a pas assez de roulements qui ont traîné pendant des jours et sont défraîchis. Et ça donne pas envie. Le choix est très restreint. Clairement, vous n'allez pas devenir frugivore en mangeant que du bio. Pour certains, le goût ne sont pas terribles, notamment les fruits exotiques, les mangues par exemple. Il y a des choses qui sont nettement meilleures, hein, comme les nectarines, les pêches par exemple. Les pastèques sont nettement moins bonnes qu'en conventionnel. Les melons, pareil. Mais peut-être que ça varie d'une fois à l'autre. Ouais. D'un endroit à l'autre, forcément, ça va varier. Mais globalement, il y a des choses qui vont être bien dans des magasins bio et moins bien et moins bien dans certaines boutiques. Par exemple, les oranges, moi, d'habitude, je les trouvais meilleures en bio, en plus à un prix équivalent, donc je me privais pas. Et cette année, elles n'étaient pas bonnes dans les magasins où j'allais. Alors, pour ça, j'avais pas de chance parce que je bouge tout le temps, donc d'un magasin à l'autre, j'ai cumulé ça. Mais en conventionnel, j'avais aucun problème avec les oranges, elles étaient délicieuses, quoi. Donc ça, c'est une chose. Et puis aussi par rapport à cette histoire de fruits et de légumes des magasins bio qui ont des tailles vraiment très réduites, on vous dit ah bah c'est ça que la nature produit, c'est normal. Récemment, j'ai entendu parler de la part d'un agriculteur qui avait des études qui avaient été faites et qui montraient que les sols en agriculture raisonnée étaient plus vivants que certains sols en agriculture bio. Parce qu'en agriculture bio, ils ont tendance à mettre, par exemple, beaucoup de bouillie bordelaise. Et donc le cuivre, bah, ça ne participe pas à la vie du sol, hein. Bon, je cite la bouillie bordelaise, mais il y a d'autres substances. Et les études ont montré qu'il y avait globalement moins de vers de terre en sol bio que dans certains. Et les jus de légumes, et les jus de fruits aussi, il y a des études qui ont montré que, eh bien, qu'on fasse des jus avec des légumes bio ou des légumes de l'agriculture conventionnelle, dans les jus de légumes, il y avait peu globalement de traces de pesticides. Voilà. Tout simplement parce que les pesticides sont développés pour leurs propriétés hydrophobes, pour que ça reste accroché aux fibres et éviter que ça soit lessivé trop rapidement quand il pleuve ou quand c'est arrosé. Et comme les fibres insolubles, eh bien, le corps humain ne les digère pas et que ça ressort dans les selles, eh bien, il y a une partie de ces pesticides qui ressortent aussi dans les selles. Voilà. Et autre raison encore, c'est que globalement, et je dirais que c'est peut-être l'argument principal, non, il y en a même deux. Un autre argument, c'est que, en fait, là encore, c'est votre corps qui sait par rapport à la qualité d'un aliment vivant. C'est-à-dire qu'un aliment qui a poussé dans des mauvaises conditions, parce qu'il y a eu beaucoup d'engrais, parce qu'il c'est un hors-sol, parce qu'il y a eu des techniques pour les faire grossir artificiellement, puis ils sont pleins d'eau, en fait, ils sont pas bons. Qu'est-ce qui fait qu'un fruit, un légume est bon? C'est sa richesse en minéraux, en polyphénol, en autres principes. C'est ce qui fait que c'est nourrissant, parce que c'est votre corps qui donne cette réponse pour dire que c'est favorable. Donc si c'est bon, c'est que globalement, il y a des choses d'un point de vue nutritif dedans qui sont intéressantes et que les conditions d'agriculture ont été globalement correctes. Si vous faites de la mauvaise agriculture avec plein de produits chimiques, vous n'obtiendrez pas de la qualité. Donc au goût, vous allez le sentir. Donc voilà, quand vous mangez principalement vivant, si vous voulez tenir cette alimentation sur du long terme, vous êtes obligé de manger bon. Et donc moi, mon credo, c'est pas manger bio, c'est manger bon. Voilà. Parce que sinon, si vous voulez manger tout bio, bah, de toute façon, je l'ai vu partout autour de moi, ça conduit à une impasse. Parce qu'il y aura plein d'autres choses, qu'ils soient bio ou pas bio, qui ne sont pas physiologiques. Et un autre argument, c'est que, et celui-là, je trouve il représente une bonne image, c'est que notre corps, il a besoin qu'on lui mette le bon carburant. Et le corps humain, il est extrêmement robuste, adaptable, et c'est incroyable ce qu'on peut lui faire de non physiologique, et il tient longtemps, hein. Et il se plaint le moins possible en plus. Quand il se plaint, c'est qu'on est allé trop loin.
Et donc, le corps humain est extrêmement robuste. Et donc, si vous lui donnez le bon carburant, bah, il va déjà être super content. Vous n'avez pas besoin de lui donner le carburant le plus pur qui soit. Mais ça nécessite de se poser la question et d'éventuellement redéfinir ses croyances sur le sujet. Quel est le bon carburant? Sucre ou plutôt gras? Fruits, plutôt céréales? Voilà, moi, vous connaissez mon avis sur le sujet, hein. Alors, dans les fruits, tu as à peu près 5% de protéines. Dans les légumes, tu en as à peu près 20. Et comme je consomme majoritairement des fruits, bah, j'arrive sur à peu près 10%. Plus un petit peu d'oléagineux de temps en temps. Ça fait les 10% naturellement. Donc globalement, l'été, ça va être 4 kg de fruits et 1 kg de légumes. Ou peut-être 1,5 kg de légumes. Et en fait, ce qui fait que naturellement vous allez apporter à votre corps ce dont il a besoin, c'est que vous allez arriver à satiété. Ça, c'est le critère le plus important. C'est-à-dire que quand on mange vivant, c'est pas on fait une croix sur le plaisir. Au contraire, moi j'ai jamais, pour moi, manger c'était quelque chose ça a toujours été important, et je me suis jamais fait autant de plaisir que maintenant. Parce que quand vous mangez le fruit qui est bon, qui est mûr, et que votre corps a besoin, qui vous dit vas-y, c'est extatique. Voilà. En plus, quand on a accès à des fruits exotiques, vous goûtez des super bonnes mangues ou d'autres fruits exotiques, on est fait pour manger des fruits exotiques à la base, hein. C'est les fruits les plus nourrissants. Eh bien, c'est un plaisir. Enfin, après, le restaurant, on s'en fout, quoi. Le restaurant, c'est zéro à côté de manger un super bon fruit mûr. Alors, ça va dépendre d'une année à l'autre. Ça va varier. En fruits, ça va être les melons, les pêches plates, je crois, et les pastèques. Mais faut viser, hein, faut faire des tests, voir qu'est-ce qui est valable, qu'est-ce qui l'est pas. Et le test, bah, c'est le goût. Si c'est pas bon, achetez pas. Mais ouais, melon, pastèque, pêche plate, ils se défendent bien. Bah, majorité de saison. Mais après, si tu as envie d'un fruit qui n'est pas de saison, qu'il est bon, puis que ton corps il t'en réclame, pourquoi s'il a poussé quelque part, c'est qu'il est de saison, tu vois. On n'est pas fait pour vivre dans un endroit où on a besoin de chauffage l'hiver. Donc, si vous voulez manger local à tout prix, bah, vous allez manger de la viande, vous allez manger des céréales. Et voilà, on refait l'agriculture. Ce qu'il faut savoir, c'est que la pollution pour le transport des marchandises, c'est dérisoire comparé à la pollution pour produire des protéines animales. C'est dérisoire, c'est de l'ordre de 10 ou 15%. Donc pensez que vous faites un geste important pour la planète en mangeant local à tout prix plutôt que d'aller manger des mangues du Pérou qui sont délicieuses. Non. Tant que vous mangez des protéines animales, vous ne faites pas de gestes conséquents pour la planète. Et après l'agriculture, ce qu'ils font au niveau l'agriculture paysanne ou pas, bah, en fait, ils ont qu'à se mettre à faire des fruits et légumes, ils ont qu'à se mettre à pousser des vergers, à faire des bons fruits à prix accessible, et je serai le premier à aller les prendre. C'est juste que pour le moment, c'est des quantités qui sont dérisoires. Quand je vois tous ces prés à vaches, donc si on mettait des vergers à la place, il n'y aurait pas besoin d'aller à grands frais, hein. Mais en attendant, grand frais, bah, moi, il me sauve la mise, quoi. Et je suis pas le seul, hein, quasiment tous les frugivores vont chez Grand Frais ou mangeons frais, provençal. Sinon, bah, vous mangez pas de fruits. En fait, quand il n'y a pas le choix, si on veut tenir ce type d'alimentation, bah, c'est vite vu, hein. Voilà. Bah, déjà, s'il y a vraiment un changement par rapport à ça, ça va être progressif et il y aura une demande davantage en fruits et légumes. Il y aura de la place pour faire autre chose, hein. C'est pas ce qui va manquer. Je sais plus quel est le. Je crois qu'il faudrait 5 fois moins de surface agricole si on passait tous à une alimentation végétale déjà. Donc tous ces problèmes de surpopulation, de réchauffement climatique ou de dérèglement climatique qui sont en lien direct avec la déforestation, il n'y en aurait plus. Même si on n'utilise plus d'engrais, de pesticides et que la production diminue de 50%, qu'est-ce qu'on en a à faire puisqu'on a 5 fois plus d'espace? Et puis aussi, quand on fait un peu ce choix, qu'on a l'impression que si on prend des fruits qui viennent un petit peu loin, qu'on n'a pas bonne conscience, qu'on pollue un peu, en fait, dites-vous bien que vous faites partie de la Terre,
Vous êtes une cellule du vivant sur cette planète et que si vous allez pas bien, vous ne vous donnez pas le meilleur, mais c'est à la Terre aussi que vous donnez pas le meilleur, hein. Par exemple, même moi avec mon alimentation, c'est pas tout bio, peut-être la grande distribution, etc., etc. Ok, on met dans la balance que je fais pas tout ce qu'on pourrait faire de mieux au niveau de mon alimentation. Combien de personnes j'ai incité à manger, arrêter de manger des protéines animales et à manger beaucoup plus de végétal? Si on met ça dans la balance, hein. Donc c'est sur différentes échelles. On fait du mieux qu'on peut. En fait, ça sert à rien de vouloir faire parfait parce que c'est pas possible. On a hérité d'un système, donc on peut modifier dans une certaine mesure ce système, mais on peut pas le rendre parfait. C'est pas le but. D'ailleurs, la planète, elle a une capacité de résilience qui est comme le corps humain, qui est énorme. On n'a pas besoin de ne pas polluer du tout, de ne pas couper d'arbres du tout, etc. C'est juste qu'on a besoin de le faire, si on en a besoin de le faire en tout cas, dans des proportions qui permettent à la planète de se renouveler. Et justement, avec un système où on a besoin de 5 fois moins de surface agricole, ça permettrait aussi de laisser des espaces ressources qui ne sont pas du tout touchés. Les caries, ça n'a rien à voir avec les fruits. Les fruits acides, ce n'est pas un problème non plus. Les fruits acides, on sait très bien qu'ils sont alcalinisants et il n'y a pas de contre-indication aux fruits acides comme on l'entend parfois. Tout simplement parce que si vous les mettez en bouche et puis que ça vous plaît, c'est que le corps va être en mesure de les gérer. Si ça vous donne la diarrhée derrière, ça vous nettoie. Bon, après, si c'est des diarrhées chroniques pendant un mois, il faut peut-être se poser des questions. Et si vous avez la diarrhée de temps en temps, c'est pas un drame, c'est juste un bon nettoyage qui vous arrive. Et donc, si ça vous donne envie, toutes ces informations, d'intégrer davantage de fruits dans votre alimentation pour retrouver plus d'énergie, un meilleur transit, davantage de plaisir et une meilleure santé, une des méthodes que je propose, ça s'appelle le défi fruits. Et ça consiste à manger, donc pour commencer, au moins 1 kg de fruits par jour. Donc quand je parle de kilo de fruits, c'est la partie comestible. Et idéalement, vous mangez ça en premier aliment, c'est-à-dire que vous ne mangez pas tout de suite au lever. Au lever, c'est bien de faire votre routine matinale avec l'hygiène corporelle, un petit peu de respiration, de mouvement et de méditation. Même si vous n'avez pas beaucoup de temps, 10 minutes de chaque, c'est mieux que rien du tout. Et ensuite, quand vous commencez d'avoir faim, eh bien, vous faites votre kilo de fruits. Mais pas de café avant, parce que le café, même si c'est liquide, c'est un aliment. Ça va tout perturber la digestion derrière. Si vous avez faim avant 10 heures et que vous êtes au début de votre défi fruits, mangez avant 10 heures. Mais idéalement après 10 heures. Ouais. Si c'est un jus de légumes avant, c'est bien aussi. Vous pouvez le jus de légumes, ça peut être consommé avant les fruits, mais c'est tout. Voilà. Et si 1 kg de fruits c'est trop, bah, vous le faites en plusieurs fois. Vous mangez, je sais pas, 500 grammes de fruits. Vous attendez, parce que l'estomac, en fait, quand on a l'habitude de manger cuit et donc dense, son volume rétrécit. Et quand on remange des plus gros volumes, parce qu'il y a des fibres, il y a de l'air, de l'eau dedans, il y a de l'air aussi, eh bien, ça nécessite un estomac plus large pour pouvoir manger 2 kg de fruits, par exemple, en une fois. Bien mâché déjà, mais ça nécessite quand même un estomac plus large. Et donc, au début, vous n'allez pas y arriver. Et donc, il faut laisser du temps. Donc, il ne faut pas hésiter à manger jusqu'à vraiment plus faim, quoi. Là, c'est pas comme quand vous mangez cuit ou traditionnel, vous essayez d'arrêter avant de ne plus avoir du tout faim. Là, au contraire, non, faut remplir l'estomac, quoi. Sachant que quand vous avez assez mangé d'un fruit, il y a un arrêt sensoriel qui se manifeste. Vous ne pouvez pas manger trop de fruits, vous allez le savoir. Ou alors vous vous gavez en ayant mal au ventre parce que vous mangez vos émotions, ce qui est autre chose. Ça peut brûler la bouche, ou alors par exemple de la banane, vous mangez une banane, vous en mangez 5, vous en mangez 10, et ben, au fur et à mesure, elles n'ont pas le même goût. Au bout d'un moment, quand votre corps il en a assez, la banane elle commence à avoir un goût comme du carton, ça devient écœurant même. Quand vous avez mangé assez de sucre dans votre journée, rien que l'idée de manger quelque chose de sucré, ça vous écœure. Le corps il vous dit non, c'est fini maintenant, si tu as encore faim, passe sur des légumes ou un petit peu de gras. Donc 1 kg de fruits en une fois ou plusieurs fois. Et une fois que vous avez fait ça, votre défi fruit de la journée, il est gagné. Et après, mangez autre chose.
peut-être ce que vous avez l'habitude de manger. Déjà, vous en mangerez moins parce qu'il y a eu ça avant, que le transit sera meilleur. Et puis, si ça, alors après avoir mangé des fruits, il faut attendre, je dirais, 30-45 minutes. Pas besoin d'attendre trop longtemps. Ça dépend ça dépend même ce que vous avez mangé, mais ça peut même être plus rapide. Parce qu'en fait, ça se digère très vite, les fruits. Ouais. Par exemple, 1 kg de fruits, ça peut être 1 litre de jus d'orange. Très facile à boire, 1 litre de jus d'orange. Ouais, frais. Ouais. Quoi d'autre? Et donc après, oui, vous mangez ce que vous voulez. Et puis une fois que c'est devenu facile, et de manger 1 kg de fruits, puis vous vous dites, ah oui, effectivement, ça me fait du bien, ça vous met en confiance, vous avez la validation par l'expérience, et bien vous passez à 1,5 kg ou 2 kg, puis progressivement jusqu'à ce que vous trouviez votre limite. En faisant attention donc de ne pas mettre trop de gras à côté, sinon ça va coincer. Et ce qui est quand même intéressant, c'est que par rapport au diabète, globalement, une des approches alimentaires qui existent, c'est le régime cétogène. Donc vous supprimez le problème, il n'y a plus le sucre, enfin en tout cas quel problème indirect, et il reste que les graisses, et donc il n'y a plus les mêmes problèmes que quand vous consommez, quand vous êtes diabétique et que vous consommez du sucre ou des aliments sucrés, que ce soit des amidons ou le fructose des fruits. Et ce qui se fait aussi, c'est qu'il y a des cliniques aux États-Unis, en France il n'y en a pas encore, mais où on ne se contente pas de camoufler le problème du diabète, ils arrivent à le soigner, le diabète de type 2, avec une alimentation végétale et crue, à base de fruits notamment. Voilà. Et ça, il y a les études, les livres, ça existe, les vidéos sur YouTube aussi, cherchez. Voilà, ce qui montre bien que si le sucre des fruits était nocif, on ne pourrait pas soigner le diabète de type 2 avec ça. Sachant que pour toute guérison de toute maladie, ça se joue jamais que sur un plan corporel et alimentaire, il y a aussi toute la partie psychologique et émotionnelle qui va avec et qui a besoin également d'être accompagnée. Alors ça peut être de la détox. Moi, ça me fait ça avec des jus, par exemple, quand il y a certains mélanges qui font que un truc que je crains parfois, c'est par exemple la betterave. Et voilà, c'est puissant la betterave, hein. Et si on rajoute derrière, à côté, des choses sucrées qui cachent un peu son goût, je vais surconsommer de la betterave alors que mon corps m'aurait arrêté avant. Et dans ce cas, je dirais de plutôt repérer quels sont les fruits qui font ça et puis plutôt les laisser de côté, même si tu as plaisir à les manger en te disant bon ça me réussit pas trop, trouve des fruits qui sont. Ouais. Voilà, ou en manger moins, puis après basculer sur un autre fruit. Et après tu verras très certainement que ça peut changer. Il y a autre chose aussi qui se passe avec les fruits et qui rejoint la considération de Sadhguru avec sa contre-indication, c'est que les fruits vous apportent de l'énergie, mais ce n'est pas la même énergie que quand vous consommez des féculents ou avec des excitants ou avec des protéines animales qui sont aussi stimulantes. Et moi, mon point de vue, c'est que avec l'énergie des fruits, on ne peut pas faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. C'est-à-dire que ça vous donne de l'énergie pour faire ce que vous avez à faire qui est juste pour vous. Mais si ce que vous avez à faire, c'est aller à l'usine, et puis après rentrer chez vous, vous engueuler avec votre conjoint ou votre conjointe, et puis après regarder la télé, vous ne pourrez pas continuer ce rythme de vie avec des fruits. Parce que là, vous avez besoin de choses qui viennent vous exciter pour faire des choses qui font pas sens pour vous. Et c'est une des difficultés aussi à basculer sur un régime avec beaucoup de fruits, c'est que si vous vous forcez à faire plein de choses dans votre quotidien, ça va coincer. Et une autre considération du même ordre, c'est que quand vous changez votre alimentation, on pourrait dire que vous changez votre taux vibratoire. Et donc, avant, vous aviez l'habitude de manger de telle manière, dans tel environnement, avec tel voisinage, dans votre famille, etc., votre lieu de vie, votre travail, tout ce qui englobe la vie d'un être humain. Et quand vous changez que votre alimentation, donc vous changez de taux vibratoire, mais votre taux vibratoire n'est plus aligné
avec votre environnement. Et donc c'est là où il faut aussi apporter des modifications dans votre environnement pour que ça s'aligne avec votre nouvelle alimentation. Sinon, ça ne sera pas durable. Ça rejoint un petit peu ce que tu disais sur le fait que certaines personnes, a priori, bon, en général, quand quelqu'un me dit qu'il a un problème avec les fruits, si je passe une journée avec cette personne, je vois pourquoi. En général, il y a un truc que la personne n'avait pas vu. Bon. Après, imaginons qu'il y ait vraiment autre chose qui font que voilà, c'est fait en monoaliment, en premier repas, et que pourtant il y a quelque chose qui se passe pas comme prévu avec les fruits. Ce qu'on me rapporte, des fois, c'est un manque d'énergie. Des fois, ça peut être des problèmes qui ressemblent à un excès de détox ou une détox trop forte. D'ailleurs, on pourrait essayer avec des techniques de détox, hein, les purges, lavements, voir si ça atténue pas. Hein. Ça pourrait être intéressant. Mais voilà, on assiste dans cette période actuellement à un retour de veste de beaucoup de personnes qui étaient crudivores et qui passent sur un régime cétogène et souvent avec un retour des protéines animales. Donc je pense qu'il y a déjà pour une bonne part, je ne sais pas quel pourcentage, mais dans ces personnes-là, des personnes qui mangeaient trop de gras avec trop de sucre, et donc c'est pas tenable sur du long terme, c'est forcé qu'un jour ou l'autre, s'il y a plus de 20% de matière grasse dans votre alimentation, le crudivorisme ne tienne pas, parce qu'il y a des problèmes digestifs ou autres. L'autre raison principale, c'est qu'on traverse tous une période assez confrontante, plein de choses à vivre, de transformations, que ça déséquilibre notre environnement et que dans ces moments de déséquilibre, c'est beaucoup plus difficile de tenir une alimentation physiologique parce que ça met face aux émotions ou au manque d'énergie. Ce que je disais tout à l'heure, par exemple, si vous continuez de faire des choses qui ne font pas sens pour vous, mais que vous y accrochez mordicus, bah, avec une alimentation à base de fruits, ça ne va pas aller, vous n'allez pas vous sentir bien. Moi, je le sens ponctuellement chez moi où j'ai des moments de doute sur ce que je peux faire comme activité ou sens que je donne à ma vie. Et dans ces moments de doute, en fait, je suis vidé de mon énergie. Et là, je me dis, bah, en fait, si ce moment de doute devait durer, bah, je sais que je ne tiendrai pas cette alimentation-là. Donc voilà, je pense que c'est parce qu'on traverse une période difficile pour tout le monde, avec des grands changements qui font que maintenir une alimentation physiologique oblige moi, toute mon énergie, je la consacre à, à maintenir cet équilibre. Voilà, c'est pas quelque chose que je fais à mi-temps. Et c'est parce que je consacre toute cette énergie, et puis sans doute que c'est sur mon chemin de vie aussi d'expérimenter ça, que je peux maintenir cette alimentation. Mais pour l'avoir maintenu sur 12 ans, ça a nécessité d'aller faire des séjours chamaniques, avec des plantes notamment, de faire des séjours de tantra, découvrir le magnétisme, d'aller faire plein de stages de développement personnel, la communication non violente. Enfin, bref, pour stabiliser toutes ces émotions qui remontent, qu'il faut accueillir, comprendre, essayer de donner du sens à ce qui se passe, c'est un travail à plein temps. Voilà. Donc, les limites par rapport à l'alimentation vivante, c'est plutôt les limites qu'on est capable d'avoir en termes de transformation. Enfin, c'est une des limites. Et puis après, l'autre limite, c'est qu'on est dans un système aussi qui n'est pas spécialement favorable à ce type d'alimentation. Et il y a d'autres personnes pour qui, bah, c'est pas que ça peut être secondaire dans la vie. Voilà, il y a des choses qui ont d'autres priorités. Mais c'est quand même un sujet pour tous les êtres humains. L'alimentation et la santé, on ne peut rien faire si on n'a pas la santé. Mais disons que les chemins de vie font qu'il y aura différentes tolérances pour des personnes qui ne sont pas forcément sur une alimentation physiologique. Le plus important, c'est d'être sur son chemin de vie. Si vous êtes sur votre chemin de vie, globalement, vous aurez une bonne santé, même si ce n'est pas tout nickel au niveau de l'alimentation. Et inversement, vous pouvez faire tout ce qu'il faut au niveau alimentaire. Si vous n'êtes pas aligné avec votre chemin de vie, vous pouvez jeûner, manger autant de fruits que vous voulez, ça n'ira pas. Est-ce que tu penses que de vouloir des fois aller trop vite dans les changements alimentaires peut déstabiliser tout le système si on n'est Ouais. pas capable d'évoluer Oui. en même temps? Et une des manières de freiner la transition sans s'intoxiquer, c'est simplement de consommer des légumes cuits.
cuit. Dès que vous mangez quelque chose de cuit, il y a un mécanisme de leucocytose qui se met en place. Donc il y a plein de globules blancs qui arrivent au niveau du système digestif parce que justement l'intelligence du corps ne reconnaît pas l'aliment mort qu'on lui donne. Donc il envoie des globules blancs. Et si vous faites ça avec des légumes cuits, globalement les légumes cuits sont peu intoxicants pour l'organisme, on peut dire qu'ils ne sont pas intoxicants du tout. Et donc, je ne parle pas des féculents hein, comme la pomme de terre ou choses comme ça. Et donc ça va freiner le système immunitaire, ça va freiner les détox et ça peut permettre de faciliter la transition. Pareil, au lieu de manger des céréales, mangez plutôt des féculents sous forme de racines, donc la patate douce par exemple, la pomme de terre, même si la patate douce est préférable à la pomme de terre. Il existe aussi des pseudo-céréales qui ne sont pas vraiment de la famille des céréales, comme le sarrasin. Voilà. Donc il y a une transition par rapport aux céréales qui peut être faite. Surtout que si vous continuez de manger un peu de céréales ou un peu de féculents cuits, mais qu'il n'y a pas beaucoup de gras à côté, votre corps va bien mieux gérer ça. Ça dépend ce que tu as mangé avant. Si tu es resté que sur du fruit ou des légumes, oui. Ouais, ouais. Je pouvais pas le faire quand je mangeais plus gras. Maintenant, je peux manger 1 kilo de fruits facile et aller courir derrière, ouais. Ça me gêne plus. Surtout en mono-aliment, ça passe, c'est digéré tellement vite en fait, il y a tellement pas de perte d'énergie que ça hydrate bien en même temps. Ça va dépendre des quantités de gras, mais grosso modo, on va dire si tu as mangé moins de 20% de matière grasse entre 2 heures et 4 heures. Donc pour vous donner un ordre de grandeur, ce que représente à peu près 20% de gras, donc le maximum, si vous avez à peu près une consommation de 2000 kcal, ça va représenter, je dirais, un gros avocat. Ce sera un max dans la journée. En oléagineux, ça représente à peu près 50 grammes d'amandes, de noisettes, de choses comme ça. Notre cajour, elles ne sont pas crues, on peut dire jamais crues, et donc elles sont chauffées et très addictives. En fait, dès qu'un aliment devient addictif, ça vous donne une indication qu'il n'est pas cru, parce que l'arrêt sensoriel est chanté. 20% de lipides, c'est un gros avocat. Donc vous êtes déjà à votre maximum. Après, si vous voulez faire des estimations précises, il faut utiliser une application comme Chronometer pour vraiment voir. En termes d'olives, ça représente à peu près 60 olives, je crois. Je l'ai répertorié ça dans mon article sur nos besoins en lipides. Voilà, le bio, par contre, il y a justement l'abeille qui vient de me le rappeler là. Le bio, c'est très important pour ce qui est huile, même si bon, les huiles, c'est pas très intéressant, et le miel, tout ce qui en fait ne contient pas de fibres. Parce que là, justement, déjà, ce sont des aliments qu'on va consommer parce qu'ils sont intéressants s'ils sont de qualité uniquement. Et voilà, ça fait partie des aliments que je consomme jamais de manière en non conventionnel. Oui, en non conventionnel. Non, jamais en conventionnel. Je bois 0. Ouais. Même quand il fait très chaud, là qu'il faisait 40 degrés, je buvais pas. Parce que je mangeais plusieurs kilos de pastèques de melon et que ça me faisait je sais pas combien de litres d'eau déjà. On s'hydrate et on mange en même temps, et comme il y a des minéraux dedans, parce qu'en fait il suffit pas de prendre de l'eau pour bien s'hydrater. S'hydrater, ça veut dire que toutes les cellules du corps sont bien approvisionnées en eau. Mais pour que l'eau rentre dans les cellules, il y a tout un jeu de minéraux dans l'organisme. Et ce sont les fruits et les légumes qui spontanément nous apportent cette bonne proportion. Et par rapport aussi à ce qu'on peut entendre par rapport au régime hyperprotéiné, par rapport à certains compléments alimentaires, peut-être que je conclurai là-dessus, c'est que ce que l'on sait par exemple, c'est que quand on consomme des protéines animales, il y aura
tous les acides aminés aussi, comme dans les fruits et les légumes, dans les bonnes proportions au niveau des acides aminés essentiels, mais il n'y aura pas les mêmes proportions. Et vous allez, avec les protéines animales, surconsommer certains acides aminés qui font que ça va stimuler, par exemple, la croissance cellulaire. Donc pour la prise de masse musculaire, sachant que vous pouvez très bien prendre de la masse musculaire qu'avec des fruits, hein. On est quelques frugivores à montrer qu'on n'est pas rachitique, qu'on peut faire des performances sportives. Et donc ces protéines animales vont surstimuler certaines voies de croissance, mais le prix à payer derrière, bah, c'est que ça aussi favorise la croissance tumorale et que ça accélère le vieillissement et que ça agit grosso modo un peu comme des excitants du système. Donc c'est ça qui peut être recherché, je ne sais pas, j'ai l'impression d'entendre beaucoup de personnes qui recherchent à prendre à tout prix de la masse musculaire. Pourquoi? Bah, pas parce qu'elles ont besoin de soulever des poids dans leur vie, parce que si elles avaient besoin de soulever des poids, en fait, c'est l'activité physique qui naturellement fait prendre des muscles, hein. Il n'y a pas de secret, en fait, et vouloir prendre du muscle ou ne pas perdre de muscle sans faire de sport, c'est juste un argument pour vendre des compléments, mais c'est complètement déconnecté de la réalité. Donc si vous voulez prendre des muscles, bah, faites du sport, avec le poids du corps ou avec des poids, mais vous verrez que ça marche. Et les compléments alimentaires, c'est pareil, l'humain a repéré certains mécanismes qui se passent dans le corps humain, et donc il y a certaines choses qui vont donner des résultats, puis on peut se dire, ah oui, les compléments, on peut accélérer ou freiner telle ou telle chose. Sauf que globalement, je trouve quand on fait ça, globalement, on joue à l'apprenti sorcier. C'est-à-dire que dans le corps humain, en fait, c'est d'une telle complexité, en fait, que quand on lit des livres d'anatomie ou autre chose, en fait, on peut juste gagner en humilité de se dire: «Waouh, mais en fait, on comprend peut-être quelques mécanismes et encore en surface, mais dans le fond, on ne sait pas ce que c'est qu'un corps humain». D'ailleurs, ce qu'on voit de visible dans un corps humain, c'est juste quelques pourcentages de ce que c'est vraiment qu'un corps humain. C'est de l'énergie, la matière est de l'énergie, c'est du vide aussi, c'est de l'information, c'est des vibrations, c'est ça un être humain. On voit juste une apparence en fait. Et, et avec l'alimentation vivante, on a une alimentation où justement on va prendre dans la nature que ce qui est la nature nous permet de prendre. D'ailleurs, c'est une des choses que je voulais vous citer aussi au niveau de l'étymologie, c'est que les métacarpes, les os de la main, ça peut être traduit de différentes manières, mais une des traductions possibles, c'est derrière le fruit. Méta derrière, carpe le fruit. Donc l'alimentation vivante, c'est la seule alimentation où on peut se nourrir avec ce qu'on peut prélever à main nue dans la nature sans tuer. D'ailleurs, le frugivorisme, vous n'avez même pas à tuer les plantes, hein. Le fruit, c'est l'arbre qui l'offre, hein, ou la plante qui l'offre. Et c'est surtout une alimentation où vous utilisez votre système sensoriel pour déterminer ce dont vous avez besoin ou pas. Donc ça part de cette croyance que votre corps sait ce qui est bon pour lui ou pas. Et ensuite, c'est la rencontre entre deux intelligences, celle de l'aliment, qui a été produit par l'intelligence de la vie, et celle du corps. Et globalement, quand on a les bons outils, qu'on a les bons accompagnements, les bonnes conditions et que voilà, on a tous les outils à côté pour favoriser cette transformation, eh bien, on peut progressivement amener à une régénération de l'organisme, qui certes a ses limites aussi. On ne peut pas régénérer tout et n'importe quoi. Bon, chacun a ses limites. On a les limites aussi du changement d'environnement dont on est capable pour accueillir un changement d'alimentation. Et donc, il faut savoir aussi composer avec tout ça. Et c'est pour cette raison que le frugivorisme ne convient pas à tout le monde, puisque avoir ces conditions réunies n'est pas permis à tout le monde. Pour autant, d'un point de vue théorique et d'un point de vue pratique, ça reste quelque chose de possible, et qu'il n'y a que vous, finalement, qui pouvez savoir si ça peut être quelque chose d'envisageable, et pouvez l'envisager avec une certaine transition, comme comme dans le défi fruit. Mais que le plus important, c'est de savoir que ça reste possible, savoir que ce n'est pas une alimentation qui va vous carencer, et que ce n'est pas une alimentation qui va vous couper du plaisir. Voilà, c'est simplement une alimentation qui va vous amener des transformations, et simplement accueillir avec humilité les limites liées à ça. Donc il y a tout dans les fruits et les légumes. Utilisez Chronometer, vous n'avez pas besoin de me croire sur parole, et vous verrez qu'il y a tout dedans.
Et sinon, voilà, pour conclure, je rédige un ouvrage qui s'appelle Le Manuel de la pleine santé, qui va être publié en e-book. Donc je publie un chapitre par mois, il est déjà accessible. Et tout ce que j'ai pu expérimenter, lire, etc., beaucoup plus que ce que je suis capable de transmettre oralement, parce que ma mémoire a ses limites. Et puis aussi, on ne peut pas tout dire oralement, hein. L'écrit permet de déposer beaucoup plus d'informations. Eh bien, je fais à la fois une synthèse et une réunification de tout ce qui a pu être dit sur l'alimentation et l'hygiène de vie. Ça recouvre l'alimentation, mais aussi l'hormèse, les pratiques spirituelles, la méditation, la sexualité aussi. Et donc dans cet ouvrage, c'est vraiment, j'apporte ma vision, qui est une vision qui est assez originale. Et donc si vous avez envie de plonger intellectuellement dans cet univers, et bien voilà, le manuel de la pleine santé, vous pouvez le trouver sur mon site internet. Ouais. En fait, c'est tout le discours de la naturopathie telle qu'elle est transmise en France. Et c'est pour ça que je ne me fais pas appeler naturopathe, par exemple, parce que dans ses fondements dans la naturopathie en France, qui a été développée par Pierre-Valentin Marchessault, il y a toute cette belle théorie que j'ai pu vous partager sur le frugivorisme, comme quoi c'est l'aliment le plus digeste, etc., etc. Et puis il termine son exposé, ce bel exposé, en disant oui, bon maintenant on vit dans une société où il faut travailler, où il fait froid l'hiver, nanana, nanana, et donc bah, il faut adapter. Et puis bah, on a le discours de la naturopathie actuelle qui se cale là-dessus et qui recommande de composer avec plein de choses qui ne sont pas physiologiques. Et, mon point de vue là-dessus, c'est que globalement, les conseils qui sont donnés dans la naturopathie, je vais appeler classique, on va dire, sont des conseils qu'on peut dire sensés et qui pourraient, qui avaient toute leur place à une époque où on était plutôt dans une phase d'équilibre dans la société. Aussi avec des organismes qui étaient moins épuisés, carencés que maintenant. Et c'est pour ça que vous regardez par exemple comment vivaient les gens dans les zones bleues, là où il y a des centenaires dans le monde, et ils n'étaient pas frugivores, ils mangeaient un peu de cuit, il y a beaucoup de végétal quand même, hein, mais on retrouve des constantes, peu de matière grasse aussi, ça c'est une constante également. Ils se bougeaient beaucoup, beaucoup moins de stress, moins de pollution, des aliments de qualité, etc. etc. Et donc si on avait continué de vivre dans ce type d'environnement, avec cette qualité de nourriture, les conseils de la naturopathie seraient tout indiqués parce que, comme je vous le disais, le corps humain il a une capacité d'adaptation, de résilience qui est énorme. Donc on ne se poserait pas toutes ces questions sur l'alimentation parce que les conseils qu'on entend actuellement en naturopathie fonctionneraient. Le corps s'adapterait. Sauf qu'en fait, on est allé tellement loin dans la sédentarité, la dénaturation des aliments, dans notre mode de vie, dans le stress, etc., l'alimentation industrielle transformée, que finalement, eh bien, revenir à ces conseils en naturopathie ne sont plus suffisants. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont insatisfaites par rapport à ça, et c'est pour ça qu'elles se tournent vers le régime cétogène, vers les compléments alimentaires, etc. Et donc toutes ces médecines qu'on peut appeler des médecines d'équilibre, que sont la naturopathie, mais que sont aussi la médecine traditionnelle chinoise et l'Ayurveda, sont des systèmes qui, globalement, dans des conditions normales, fonctionneraient et qui auraient pu fonctionner encore pendant des milliers d'années. Sauf que là, ça montre les limites. Non, mais c'est une nécessité de toute manière de transformer nos modes de vie, parce que c'est quand même nos modes de vie qui sont malades. Et donc, bah oui, pour mettre en place une alimentation avec plus de fruits et de légumes, ça va fonctionner que si on change notre mode de vie. Et le bénéfice au passage, c'est qu'on a l'opportunité, dans une certaine mesure, de régénérer nos organismes. Parce que globalement, surtout pour l'homme blanc, on va dire, les occidentaux, eh bien, épigénétiquement, comme ça fait plus longtemps que pour les autres peuples qu'on a changé notre mode de vie, notre alimentation, je vais oser le mot, on est quand même un peu dégénéré. Alors que vous regardez, je sais pas, les Africains, les Asiatiques, etc., ils sont beaucoup plus solides que nous. C'est pour ça qu'eux, un changement alimentaire, pour le moment, ils n'en voyaient encore pas trop l'intérêt, même s'ils ont fait tellement d'excès rapidement qu'il y a beaucoup d'obésité, notamment en Amérique centrale,
qu'ils vont être obligés d'y venir aussi, mais globalement, eux, ils encaissent la nourriture industrielle beaucoup plus facilement que nous. Parce que ils ont encore ce répit pour quelques dizaines d'années, quelques générations, je ne sais pas. Et après, on sera tous un peu arrivés aux limites d'adaptation de notre corps, de notre génétique. Et après, on se posera la question, quand ça sera vraiment nécessaire, ok, maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour se régénérer? Et là aussi, ça va prendre plusieurs générations. Et c'est pour ça que j'ai autant de passion à transmettre toutes ces informations, parce que je suis convaincu que c'est une voie de régénération et de transformation. Et ça sera le mot de la fin. Il y a une question de